Salut à tous et salut à toutes, vous êtes sur la Web TV Le Média et vous regardez Cybercombat, notre chronique sur l'actualité vue par la lorgnette du web, des réseaux et de la tech. La surveillance de masse est-elle en train de devenir un principe fondateur de la République? C'est le chemin qui commence à être emprunté par notre gouvernement et on va bien sûr vous expliquer pourquoi. On parlera également de l'application Signal qui a piraté l'un des outils préférés de la police. Enfin, on vous présentera le collectif Forensic Architecture qui pratique l'archéologie numérique pour mettre à mal les mensonges d'État. Je crois. M'a permis de voler des plans militaires et de les revendre en en tirant un vaste profit aux dirigeants Au eurasiens. passé, J'ai été ou au futur, d'un essai d'opération de détournement à un âge où la pensée va libre, artificielle pour m'ouvrir davantage du fond de à la l'âge de Big Brother, du fond du nerf de la police de pensée, j'ai assassiné de nombreux du collègues fond d'un homme mort. en réunissant de faux documents. Liberté, égalité, sécurité, c'est ce qui semble se dessiner sur les murs de nos villes, de nos quartiers, de nos administrations et jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Face à la rhétorique de la montée de l'insécurité, les outils de surveillance massive se développent et le numérique n'est pas en reste. Au-delà des simples caméras de surveillance, de plus en plus, les États s'intéressent à vos données personnelles et aux usages individuels du numérique. Pour la faire courte, avec qui vous discutez, quel site vous visitez, où est-ce que vous cliquez et ce que vous visionnez. Tout ça, ça peut être vu et utilisé contre vous. Rappelez-vous, déjà il y a quelques mois, l'article 24 de la loi sécurité globale sur l'enregistrement et la diffusion d'images des policiers cristallisait toutes les tensions. Si l'article a été un petit peu réécrit, les termes de provocation à l'identification dans le but manifeste de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des forces de l'ordre sont toujours présents. Le Conseil constitutionnel a été saisi par l'opposition le 20 avril dernier pour que la loi sécurité globale soit analysée dans le détail et la réponse ne sera connue que dans quelques semaines. Car au-delà de l'article 24, ce projet de loi concentre d'autres dispositifs visant à accroître les pouvoirs des forces de l'ordre, comme l'utilisation d'images prises par drone ou l'accès aux images de caméras de vidéosurveillance. Je suis poursuivi par une soucoupe volante. Une soucoupe volante. Ça va pas? Et ça derrière, c'est pas une soucoupe volante peut-être? Mais non. C'est un drone. T'as rien à craindre. Il y a quelques jours, une décision du Conseil d'État a permis d'autoriser la conservation généralisée des données de connexion en dehors des situations exceptionnelles d'état d'urgence sécuritaire, contrairement à ce qu'exigeait la Cour de justice de l'Union européenne dans une décision du 6 octobre 2020 contre la France. Une décision contestée par les associations de défense des libertés numériques. Pour y voir plus clair, on est allé discuter avec Arthur Messot, qui est juriste pour la Quadrature du Net. La semaine dernière, le Conseil d'État a rendu une décision, on va dire historique, dans une de nos plus grosses affaires à la Quadrature du Net. C'est le terme de 6 ans de débat entre, d'un côté, le gouvernement et les services de renseignement, et l'autre, les associations comme la Quadrature du Net, qui défendent la liberté de la population de vivre sans être surveillée par les services de renseignement. Et la décision du Conseil d'État est un échec cuisant pour la liberté de la population, notamment parce que le Conseil d'État a inventé, en quelque sorte, a créé un nouveau type d'état d'urgence qui n'est pas déclaré par le Parlement, par des personnes élues, mais qui est déclaré par le Conseil d'État lui-même. C'est un état d'urgence qui repose sur le principe d'une menace grave et imminente à la sécurité nationale, sauf que c'est une sécurité nationale qui est définie par le Conseil d'État seul, avec des critères extrêmement larges qui vont largement au-delà des problèmes terroristes. On va retrouver dans cette notion de sécurité nationale des questions de surveillance économique, des questions de trafic de stupéfiants, et même des questions de manifestations non déclarées ou interdites. Donc c'est vraiment très très large. Et dans cette période, dans ce nouveau type d'état d'urgence sécuritaire, les libertés de la population sont suspendues en matière de surveillance de masse. C'est-à-dire que pendant cette période-là, et en fait, cet état d'urgence-là, hein, il est constamment déclaré, hein, en vrai, et pendant cette période-là, donc qui est permanente, les services de renseignement peuvent déployer des mesures de surveillance de masse, alors même que ces mesures de surveillance de masse devraient être interdites en temps normal et qu'elles ont été déclarées illicites par les plus hautes juridictions de l'Union européenne, mais là, désormais, elles peuvent être déployées de façon constante. Sachant qu'en matière de protection des données personnelles, l'Union européenne a été assez claire et est opposée à ce type de pratique, tout comme les associations. On a eu depuis 2014 une série de décisions de justice extrêmement ambitieuses, hein, ce qui est assez rare en la matière,
extrêmement ambitieuse pour défendre la liberté de la population contre les États et contre les ambitions de surveillance des États, avec notamment une interdiction depuis 2014 au niveau européen de déployer ce qu'on appelle la conservation généralisée des données de connexion. C'est le fait pour la plupart des États au sein de l'Union européenne d'exiger des opérateurs de télécommunications, donc genre Orange et SFR, qui conservent pendant 1 an, c'est ça la durée en France, pendant 1 an, qui conservent toutes les données de connexion, ce qu'on appelle, donc c'est les données qui concernent les communications, donc ça va être à quelle heure vous êtes connecté à Internet, depuis quelle adresse IP, quel numéro vous avez appelé, et aussi très sensible, quelle est la liste des antennes téléphoniques auprès desquelles votre téléphone a borné. Donc tout ça en France, c'est conservé pendant 1 an pour permettre à la police et aux services de renseignement d'avoir des informations sur tout le monde, mais ça a été déclaré depuis 2014 contraire aux libertés fondamentales reconnues par l'Union européenne. La conservation généralisée des données de connexion, ça a été déclaré contraire aux droits de l'Union européenne depuis 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne. Et nous, on a réussi même à faire, en 2020, l'année dernière, on a réussi à faire précisément reconnaître que le régime français violait les libertés fondamentales reconnues par l'Union européenne. Après, on est retourné devant le Conseil d'État donc pour qu'il acte le fait que le régime français, que la loi française devait être réformée en la matière. Et là, précisément, le Conseil d'État, par une pirouette exceptionnelle autour de la nouvelle notion d'état d'urgence sécuritaire qu'il a inventé et de sécurité nationale, le Conseil d'État a réussi à se démêler pour ne pas respecter le droit de l'Union européenne, pour mettre en fait la France, pour libérer la France des exigences de l'Union européenne et d'avoir un régime de surveillance qui est unique et qui viole le droit européen. En fait, cette décision du Conseil d'État, elle n'est pas apparue comme par magie. Concrètement, elle ne propose pas de nouveaux outils, mais entérine ceux déjà à l'œuvre depuis des années. La décision du Conseil d'État de la semaine dernière, elle n'a pas des conséquences en elle-même. En fait, elle vient valider des choix qui ont été faits depuis 2015, enfin même antérieurs depuis 2013. C'est toutes les réformes en matière de renseignement, donc ont été entrepris au cours du mandat de François Hollande avec Manuel Valls. Donc c'est à cette période-là que non seulement les services de renseignement ont été reconnus comme pouvant déployer leurs mesures de surveillance bien au-delà de la lutte contre le terrorisme ou des questions de contre-espionnage. Et c'est là où on a vu apparaître tout un tas de nouvelles finalités, notamment des finalités d'ordre économique, des finalités d'ordre politique, s'agissant notamment de lutter contre les manifestations, contre les débordements au cours des manifestations. Donc tout ça, de un, on a des finalités qui sont étendues et on revoit que cette extension aujourd'hui va être officialisée dans la notion de sécurité nationale. Et en 2015, on a aussi des nouvelles techniques de renseignement qui apparaissent, et notamment des techniques de surveillance de masse. Jusqu'alors, la surveillance d'État, elle se perd plutôt de façon ciblée, c'est-à-dire on va faire des filatures, on va mettre des gens sous écoute, ce qui demande de mobiliser un certain nombre d'agents pour pouvoir bien surveiller une personne ou un groupe. Et avec les nouvelles technologies, évidemment, l'ambition de l'État, c'est de pouvoir surveiller des milliers ou des millions de personnes en même temps. C'est ça qui apparaît en 2015. C'est ça, du coup, qui aussi a été contesté, a été d'abord déclaré contraire au droit de l'Union européenne par les juges européens, mais qui, la semaine dernière, a été quand même reconnu valide par le Conseil d'État et qui va pouvoir maintenant s'étendre pour toujours. Surtout qu'en matière de nouvelles technologies, la protection des données, les drones, les systèmes de surveillance dits classiques, tout ça, on en connaît les conséquences. Ce qui commence à inquiéter, et notamment l'Union européenne, ce sont les algorithmes et les questions d'intelligence artificielle. La Commission européenne a publié un projet de règlement sur l'intelligence artificielle avec pour objectif d'élaborer de nouvelles normes qui garantiront une intelligence artificielle sûre, tournée vers le progrès et centrée sur l'humain. Sauf que la Commission se heurte à 2 problèmes majeurs. D'une part, les entreprises privées dans le domaine, côté chinois mais également côté américain, crédit social et notation des individus pour l'un, déploiement de la reconnaissance faciale pour l'autre. D'autre part, la question de l'identification dans l'espace public. En janvier 2020, l'UE a renoncé à un moratoire de 5 ans sur cette question, mais dans ce nouveau projet de règlement, la biométrie resterait possible a posteriori et le texte prévoit des exceptions à l'utilisation de ces technologies. Dans les faits, à la recherche de victimes et d'enfants disparus, la prévention d'actes terroristes imminents et la localisation de personnes recherchées par la police pour des crimes punis d'au moins 3 ans de prison. Mais quand on connaît les biais racistes et sexistes que peuvent avoir les algorithmes et les logiciels de reconnaissance faciale, tout ceci pose question. Plus récemment, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est exprimé sur France Inter sur un nouveau projet de loi antiterroriste. Aujourd'hui,
Si une personne se connecte et regarde 3-4 fois des vidéos de décapitation sur Internet, nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas le savoir. C'est pourtant pas un très bon signe, vous en conviendrez. Avec cette loi, Avec la loi, si elle est adoptée telle quelle par le Parlement, nous connaîtrons le fait que quelqu'un s'est connecté 3, 4 fois, 5 fois, a fait des recherches sur les décapitations, par exemple, de Daesh. Nous aurons ce signalement qui est anonyme. Le chef de service de la DGSI, c'est-à-dire des services secrets français, demanderont l'autorisation au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre et à la Commission nationale des techniques de renseignement, c'est-à-dire à 3 personnes différentes, dont une personne totalement indépendante, pour savoir si on peut lever cette anonymisation. La même chose que les écoutes téléphoniques normales. Que faisons-nous ? Nous appliquons à Internet, qui est désormais l'essentiel de nos échanges collectifs, et surtout celui des terroristes manifestement, nous appliquons à Internet ce que nous appliquons au téléphone. Nous discutons par ailleurs avec les grands majors d'Internet, et nous leur disons « laissez-nous rentrer, laissez-nous faire des failles de sécurité ». Certains l'acceptent, d'autres ne l'acceptent pas. Il faut sans doute la loi pour contraindre. Des services étrangers y arrivent. Alors on vous passe le passage où le ministre de l'Intérieur parle de messages cryptés et non chiffrés, et où il affirme que désormais on va utiliser les URL pour suivre les potentiels terroristes. Mais une chose est sûre, c'est donc que l'État se sentirait légitime à demander des failles de sécurité aux géants du web. Ce projet de loi, il a pour but en fait de faire exactement la même chose que le Conseil d'État a fait la semaine dernière, c'est-à-dire d'entériner, d'acter que des mesures de surveillance de masse, donc des mesures en fait de surveillance automatisée de l'ensemble du réseau, vont pouvoir être déployées pour toujours, alors même qu'elles sont contraires aux droits de l'Union européenne. Il faut bien voir que derrière ce qu'annonce Darmanin, où il dit il faut plus de moyens pour les services de renseignement, il y a des attentats qu'on aurait pu déjouer si seulement on a vu telle et telle mesure. En fait, il n'y a aucune mesure nouvelle qui est envisagée. Toutes les mesures qui sont discutées, c'est des mesures qui sont là depuis 2015 et qui sont autorisées depuis 2015. On va juste avoir un petit toilettage sur deux, trois éléments pas très intéressants. Mais en vrai, en 2015, les services de renseignement avaient une liste de courses, avaient une liste d'exigences extrêmement fournie et ont tout eu. Et nous, on a essayé de contester, de leur enlever quelques pouvoirs, on a entièrement échoué. Donc, il n'y a plus vraiment d'enjeu là actuellement sur est-ce qu'on doit avoir des nouvelles techniques ou pas. Ils ont tout ce qu'ils veulent. La seule question, c'est éventuellement, est-ce qu'ils ont vraiment déployé tout ce qu'ils avaient le droit de déployer? Peut-être pas, peut-être qu'il y a encore pas mal de choses qu'ils peuvent faire que techniquement, ils n'ont pas encore eu l'occasion de déployer. Notamment, voilà, la mesure qui va être au cœur du débat, c'est celle de la surveillance algorithmique, ils appellent ça comme ça. C'est en fait l'idée que ça va être une machine qui va analyser l'ensemble des données de connexion de la population éventuellement. Donc cette surveillance algorithmique, on comprend très bien en quoi elle permet de faire de la surveillance de masse, vu que la machine peut surveiller des millions de personnes en même temps. Sauf qu'on ne sait pas en pratique à quel point elle est déployée. Le gouvernement a l'air de dire que cette technique qui serait déployée depuis plusieurs années n'a pas eu d'effet, n'a pas permis de déjouer des attentats, que c'est plutôt à titre de test pour l'instant. Donc voilà, ça on ne sait pas encore à quel point c'est déployé. Et en fait, on le saura pas avant très longtemps parce qu'on est en matière de renseignement et le secret règne. On aura peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, quand des choses seront déclassées, on saura un peu comment ça marche. Mais en fait, le gouvernement ne veut à tout prix pas que la population sache quels sont les outils qui sont déployés pour la surveiller. Le prétexte qu'il donne, c'est que si ses adversaires savaient comment se protéger, les mesures de surveillance seraient moins efficaces. En fait, il faut bien voir que là, quand l'État parle de ses adversaires, il parle de l'ensemble de la population, donc c'est l'ensemble de la population qui est soumis à cette surveillance. Et en fait, c'est l'ensemble de la population qui est maintenue dans l'opacité pour pouvoir être librement et sans entrave surveillée par l'État. Face à ces mesures de surveillance de masse, on pourrait tout simplement se dire que nous n'avons rien à cacher, voire qu'en fait, on donne déjà nos données à d'autres géants, privés cette fois. Donc au final, qu'est-ce que ça change si l'État peut vérifier ce que je fais, avec qui, où et comment, puisque je ne fais rien d'illégal? Un superbe article d'Ouzbek Erika, d'il y a quelques années déjà, posait cette question à la suite de la sortie du documentaire Nothing to Hide. D'ailleurs, on vous conseille le visionnage de ce film, qui est en accès libre sur YouTube, et qui fait témoigner plusieurs intervenants, dont le lanceur d'alerte Edward Snowden. Et dans ce documentaire, Snowden dit une phrase importante qui résume bien le problème. Dire que votre droit à la vie privée importe peu car vous n'avez rien à cacher, revient à dire que votre liberté d'expression importe peu car vous n'avez rien à dire. Car même si vous n'utilisez pas vos droits aujourd'hui, d'autres en ont besoin. Cela revient à dire « les autres ne m'intéressent pas ». Une chose est sûre, c'est que les enjeux de sécurité et de numérique seront au cœur des prochains débats,
Bien entendu, on surveille ça pour vous. C'est une application que vous utilisez peut-être et qui s'est imposée ces dernières années comme une référence. Signal est une messagerie instantanée, un peu comme WhatsApp ou Messenger, à la différence qu'en plus d'être libre et gratuite, elle est en open source et permet d'échanger des messages et des appels chiffrés de bout en bout. Ce qui veut dire que le contenu des conversations n'est lisible que par les expéditeurs et les destinataires qui ont les clés de chiffrement et personne d'autre. C'est ce qui a rendu l'application populaire auprès des journalistes, activistes, lanceurs d'alerte ou pour toute personne souhaitant protéger ses données personnelles. Ce qui n'est pas vraiment au goût de tout le monde. L'un des fondateurs de Signal, Moxie Marlinspike, a révélé il y a quelques jours avoir trouvé une faille de sécurité chez l'entreprise Cellebrite, qui est spécialisée dans l'analyse des smartphones et qui fournit de nombreux services de police partout dans le monde. Alors, selon une étude que j'ai menée, certains manifestants vous voient comme racistes, incompétents et violents. Ah, et j'ai oublié, pardon, excusez-moi aussi, susceptible. Cellebrite, c'est une entreprise israélienne qui s'est spécialisée dans l'extraction de données de téléphones portables et qui vise à contourner certaines restrictions de certains appareils lors d'arrestations ou de perquisitions. Au hasard, vos mots de passe. Ces logiciels ont pour fonction d'aspirer et de lire le contenu de vos données pour les présenter de façon simple à la police. La police nationale et la gendarmerie sont déjà équipés de ce type de logiciel. Sauf qu'en décembre 2020, Cellebrite a affirmé être capable d'exploiter les données issues de Signal, celles-ci étant pourtant chiffrées. Il n'en fallait pas plus pour que Moxie Marlinspike, qui est développeur et accessoirement pas mal expert en hacking, décide de s'amuser sur le même terrain de jeu. Dans un billet de blog, il affirme avoir réussi à trouver des failles de sécurité sur Cellebrite. Selon lui, lors de l'importation des données d'un smartphone, on peut facilement s'engouffrer dans une brèche et exécuter du code. Les Cellebrite pourraient donc être sabotés ou bien modifier tous les scans effectués par le logiciel et sans détection possible. Sur YouTube, on peut même trouver une petite vidéo de la démonstration qui se conclut par « Attaque-toi au meilleur, tu mourras comme les autres, pirater la planète » tiré du film Hackers qui est sorti en 1995. Pour l'instant, Cellebrite n'a pas réagi à ce petit pied de nez, mais nul doute qu'ils ne sont pas ravis de savoir que leur logiciel soit si facilement piratable, tel est prix qu'ils croyaient prendre. Dans Cybercombat, on vous parle beaucoup de comment le numérique impacte notre société, nos droits et nos libertés, et pas forcément pour le meilleur. Mais le numérique peut être aussi une arme de contre-attaque face aux mensonges d'État ou aux grandes entreprises. Récemment, le collectif Forensic Architecture a fait l'objet d'un épisode de l'émission Trax sur Arte, et c'est l'occasion de revenir sur ce collectif pas comme les autres. Forensic Architecture est un groupe de recherche constitué d'artistes, d'architectes, de journalistes, de développeurs, et qui enquête sur certains événements ou affaires en lien avec des cas de violence d'État et de violation des droits humains. Les projets de recherche sont souvent commandités par des ONG, comme la Human Rights Watch ou Amnesty International. Ce qui est original avec Forensic Architecture, ce sont leurs méthodes d'investigation. En quelque sorte, c'est les experts, mais en mieux. Dirigé par l'architecte israélien Eyal Weizman, le collectif mélange modélisation 3D, témoignages, analyse d'images et de vidéos de smartphones, expertise judiciaire et cartographie. Le tout pour analyser et décrypter certains événements et de faire de la contre-enquête des récits officiels des gouvernements. Le travail de ce groupe d'activistes a permis de documenter et cartographier la destruction de villages, de détailler des attaques de drones, de reconstituer en 3D un centre de détention à partir des souvenirs des survivants, mais aussi d'enquêter sur les violences environnementales. Parmi les enquêtes les plus connues de Forensic Architecture, on retrouve notamment la reconstitution minutieuse de l'explosion du port de Beyrouth, au Liban, en août 2020. Le collectif avait réussi à retracer la chronologie et à modéliser en 3D l'explosion. Autre fait d'armes, les révélations sur le décès de Zineb Redouane, qui avait reçu en plein visage un tir de grenade lacrymogène alors qu'elle était à sa fenêtre en 2018. Avec le site d'investigation Disclose, ils ont contredit le rapport d'expertise balistique qui innocentait le tireur. Ce qui est aussi intéressant, c'est la philosophie derrière Forensic Architecture et leur manière de travailler, qui se rapproche beaucoup de l'art par moment, à tel point que certaines enquêtes ont été transformées en expositions, comme Cloud Studies, qui regroupe des images, analyses, extraits audio de différents nuages toxiques qui proviennent de feux de forêt, de gaz lacrymogènes ou de pesticides. Dans un entretien pour Mediapart en 2018, le fondateur de Forensic Architecture, Eyal Weizman, déclarait « La contre-investigation désigne aussi la tentative de combler l'écart entre les moyens d'information dont disposent les États et les grandes sociétés et ceux dont disposent la société civile et les citoyens.
Nous devons pour cela à la fois développer des outils spécifiques et savoir utiliser les outils qui existent déjà et qui étaient autrefois accessibles seulement aux États, par exemple les images satellites. Il faut pour cela combiner un certain esprit journalistique avec une démarche propre aux groupes de défense des droits humains ou des activistes politiques. Et de ce côté-là, nos smartphones et les outils numériques peuvent devenir une manière d'être un contre-pouvoir. C'est la fin de notre chronique Cybercombat. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez, partagez et mettez des petits pouces bleus si vous avez bien aimé. Et si vous le pouvez, devenez sociaux ou donateurs, donatrices du média.